à tous, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle petite vidéo où je vais vous parler de 5 aliments indispensables à consommer et donc à avoir chez soi. Je sais qu'il existe une multitude de super aliments, d'aliments santé dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui pourraient beaucoup retourner vos habitudes de consommation quotidienne, mais j'ai préféré vous mettre en lumière 5 aliments plus courants qui sont très profitables et bénéfiques pour votre organisme. Ils agissent tous de près comme de loin sur le maintien du poids idéal, la performance sportive ou le bien-être physique et mental, donc à vos calculs. Premier aliment à avoir, les huiles de colza et d'olive. Alors commençons par le gras. Donc, vous avez bien entendu, je vais vous parler du gras et en particulier des poissons gras et des huiles qui sont une source formidable d'oméga 3. Mais avant ça, je vais vous expliquer succinctement à quoi correspondent ces oméga 3, 6 et 9 dont on entend parler partout. Alors, les acides gras oméga 3 et oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés. Ce sont des acides gras essentiels et par essentiel, on entend qu'ils sont indispensables à consommer. Tout simplement parce qu'ils remplissent d'une des fonctions vitales pour l'organisme et de deux parce que le corps est incapable de les synthétiser par lui-même à partir d'autres nutriments. Il faut savoir que le rapport oméga 6 sur oméga 3 ne devrait pas dépasser 4 sur 1. Le problème, c'est qu'il existe bien plus de sources d'oméga 6 que d'oméga 3 et qu'en pratique, notre consommation se rapproche plus de 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et ce déséquilibre alimentaire, il peut avoir de très lourdes conséquences sur la santé et la ligne. Alors, en pratique, on fait comment ? Eh bien, l'idéal, c'est de favoriser les aliments riches en oméga 3 comme les poissons gras, les crustacés, les fruits de mer, l'huile de colza, et aussi de diminuer par la même occasion les aliments riches en oméga 6 comme la viande, les huiles d'arachide, de pépins de raisin et de tournesol. Alors, les acides gras oméga 9, maintenant, eux, ce sont des acides gras monoinsaturés. Le corps est capable d'en fabriquer au besoin, mais il n'en est pas moins conseillé d'en consommer au quotidien pour la santé. Alors, pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos huiles, on vient de voir que l'huile de colza était très bonne et à inclure dans l'alimentation parce qu'elle était riche en oméga 3 et qu'il fallait plutôt limiter les huiles d'arachide, de pépins de raisin et de tournesol parce qu'elles étaient trop riches en oméga 6. Donc, comment on choisit son huile ? Eh bien, d'abord, dans un premier temps, en s'attachant à ce rapport oméga 6 sur oméga 3, puisqu'il y a trop d'oméga 6 dans notre alimentation quotidienne, eh bien, une bonne huile aura suffisamment d'oméga 3 pour diminuer ce ratio. Et dans un deuxième temps, on s'attache au point de fumée. Le point de fumée, c'est la température maximale où l'huile commencera à dégager des composés toxiques, des produits de dégradation issus de la chaleur. Donc ce point de fumée, il vous donnera une bonne indication sur la température maximale à ne pas dépasser avec les différentes huiles. Je vous mettrai un lien justement en barre d'infos avec tous les points de fumée correspondant à toutes les huiles. À savoir qu'une huile non raffinée sera bien plus riche en vitamines et en minéraux, donc on aura un intérêt nutritionnel bien plus important qu'une huile raffinée, mais aussi qu'elle aura un point de fumée bien plus bas. L'huile de colza non raffinée a un point de fumée à 107 degrés et ça monte à 240 degrés pour une huile de colza raffinée. À quoi ça sert ce processus de raffinage ? Tout simplement à améliorer l'odeur ou le goût, mais aussi justement à repousser ce point de fumée. Donc ne choisissez une huile raffinée que si vraiment ça correspond à la température exacte de cuisson de vos aliments, mais je peux que vous conseiller de choisir plutôt deux huiles non raffinées, donc bien plus riches en vitamines et en minéraux, et que vous pourrez utiliser selon vos différents usages, l'assaisonnement ou la cuisson. Alors au regard de ces deux points à vérifier pour bien choisir son huile, il apparaît que l'huile de colza elle est excellente à consommer. Tout simplement parce qu'elle contient tous les acides gras dans des proportions quasi idéales et tout ça pour un petit prix. Il faut savoir que l'huile de colza n'est pas plus chère que l'huile de tournesol. Ensuite, c'est la plus pauvre en acides gras saturés et elle contient pratiquement autant d'oméga 9 que l'huile d'olive. Son rapport oméga 6 sur oméga 3, il est très bas, donc il est excellent. Et le gros plus, c'est que sa biodisponibilité des oméga 3, elle est excellente, elle est dans l'ordre de 70%. Il y a d'autres huiles qui contiennent des oméga 3 dans des proportions vraiment intéressantes, comme par exemple l'huile de soja. Mais le problème, c'est que leur biodisponibilité n'est vraiment pas top. L'huile de soja, sa biodisponibilité, elle est de 23%. Donc imaginez qu'il faudrait consommer 3 fois plus d'huile de soja pour arriver à la même quantité d'oméga 3 que l'huile de colza.
Par contre, l'huile de colza non raffinée a un point de fumée à 107 degrés, donc elle n'est pas adaptée réellement à la cuisson. Donc préférez-la pour une utilisation à froid ou alors pour les cuissons à basse température. Alors dans ce dernier cas de la cuisson, justement, il vaut mieux privilégier l'huile d'olive qui supporte très bien la chaleur. Une huile d'olive non raffinée, vierge extra, aura un point de fumée à 207 degrés, ce qui est déjà pas mal. Et même si elle n'est pas très riche en oméga 3, elle est aussi très pauvre en oméga 6, donc ce qui fait que le ratio est équilibré et suffisamment bas pour que ce soit très intéressant. Et en plus de ça, sa richesse en oméga 9 permet de gêner le métabolisme des oméga 6 au profit de celui des oméga 3. Donc si elle est complétée en plus par des aliments riches en oméga 3 comme les poissons gras ou l'huile de colza justement, et bien là on est sur un combo parfait. Et le petit plus de l'huile d'olive, c'est aussi qu'elle est très riche en antioxydants. Il faut savoir que les différentes huiles, d'un point de vue calorique, elles sont toutes les mêmes. C'est pareil. En fait, au 100 grammes, elles font toutes 900 calories. Il n'y a que des lipides à l'intérieur. Donc, comme 1 gramme de lipides fait 9 calories, et 100 grammes d'huile, de lipides, fera 900 calories. Donc, n'allez pas vous dire qu'une huile est plus riche qu'une autre en lipides ou en calories. C'est exactement la même chose pour toutes les huiles. Alors, certains me demanderont, et pour la friture, comment on fait? Quelle huile on choisit? Je ne peux que vous déconseiller de consommer des aliments frits, tout simplement parce que des aliments qui ont été plongés dans un bain d'huile à haute température, déjà ils perdent tous leurs bénéfices nutritionnels. Mais en plus de ça, puisqu'ils sont gorgés d'huile, ils sont extrêmement néfastes pour la santé et la ligne. Préférez plutôt la cuisson au four. Ça marche très bien pour faire des frites par exemple. Moi je le fais avec des patates douces, mais ça marche aussi très bien pour les pommes de terre. Vous mettez vos lamelles de frites dans un tupperware, vous rajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, des épices, vous secouez pour que tout soit bien imbibé et hop, sur une plaque de cuisson à 200 degrés entre 30 et 40 minutes. Et là, vous avez des frites maison bien plus saines que dans la friteuse. Alors, je sais que les puristes, les ch'tis, les belges me diront, mais enfin non. Non. Les frites, ce sont des produits frits dans la friteuse, revenus 2 fois dans un bain d'huile. Et je sais, je vis avec un ch'ti, donc je comprends. Et dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais dans ce cas, consommez vos frites lorsque vous sortez à l'extérieur. Que cet aliment plaisir ne soit pas ancré dans votre habitude de consommation quotidienne et reste exceptionnel. D'une part, vous ferez des économies d'huile, ça c'est sûr. Vous éviterez les gros bains d'huile. Et en plus, vous ferez des économies sur tout ce qui est programme et produits diététiques pour perdre du poids ensuite. Deuxième aliment indispensable à consommer, les poissons gras. Alors pourquoi les poissons gras? Tout simplement parce que eux aussi sont très riches en oméga 3. Donc parmi les poissons gras, on peut citer la truite, le thon. Attention au thon en boîte qui n'est pas un poisson gras. Le thon, une fois qu'il est en boîte, il est dégraissé, il descend à 1,6%, donc il fait partie des poissons maigres. On peut citer aussi le saumon qui lui est à 11% de lipides, les sardines à 13% et le champion de toute catégorie c'est quand même le maquereau avec 21% de bons lipides. A noter que le terme poisson gras ne veut pas dire que les poissons sont des aliments particulièrement riches en graisse, ils sont juste plus gras que les poissons maigres. Jusque là c'est normal. Alors il est conseillé de varier les espèces et aussi les lieux d'approvisionnement, tout simplement parce que certaines espèces sont plus bioaccumulatrices de polluants que d'autres, mais aussi certaines zones de pêche présentent plus de polluants que d'autres. Le saumon par exemple, les experts disent que le saumon d'élevage ne poserait pas de soucis et serait même meilleur pour la santé que le saumon sauvage, qui présente souvent une forte contamination, en particulier par le mercure. Alors sachez que généralement les poissons sauvages sont moins gras que les poissons d'élevage, tout simplement parce qu'ils doivent plus barboter pour trouver leur nourriture, mais que maintenant, vu que les poissons d'élevage sont nourris avec de la farine de poisson, finalement il n'y a plus de différence notable entre les deux, en tout cas en termes de lipides et donc d'oméga 3. Il est recommandé pour profiter des bienfaits des poissons gras d'en consommer au moins 2 fois par semaine. En revanche, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, elle voudrait qu'on limite le nombre de portions de poisson à 2 fois par semaine, dont une seule fois du poisson gras et une seule fois du poisson maigre. Alors je dois vous avouer que moi je ne suis pas du tout cette recommandation, que je suis plutôt à au moins 4 portions de poisson par semaine, et je m'en porte pas plus mal, et d'ailleurs les crétois non plus. Alors mon raisonnement est le suivant. Se limiter à 2 poissons par semaine, c'est limiter le nombre de portions de poisson au profit de celle de la viande. Parce que j'ai hélas pas encore entendu parler de la part d'organismes de santé qu'il fallait plutôt privilégier les protéines végétales.
Et on sait aussi que les conditions d'élevage ne permettent pas d'avoir une viande de qualité et surtout dénuée de produits chimiques. Qui plus est, la viande, elle a plutôt tendance à acidifier l'organisme et elle est riche en oméga 6 déjà trop présent dans l'alimentation. Donc pourquoi limiter le nombre de portions de poisson sous prétexte que certaines espèces sont bioaccumulatrices? Je comprends qu'on puisse aborder le sujet de l'écologie et de la pêche intensive, mais les conditions d'élevage, d'abattage, de stockage et de transformation de la viande sont de loin pas plus roses que celles du poisson. Alors au regard d'un aliment qui contient de nombreux bienfaits, je trouve dommage de se limiter pour des raisons qui sont pas toujours fondées. Mais attention, ça c'est que mon avis, c'est pas la vérité absolue, c'est ma vérité à moi et celle qui me convient, et loin de moi l'idée de vouloir vous l'imposer. Et à vous d'avoir un raisonnement avec suffisamment de recul par rapport à ce qu'on essaye de nous décrier et de nous rabâcher sous couvert de santé et d'écologie. Ceci étant dit, en pratique, gras ou maigre, sauvage ou d'élevage, le message à retenir est qu'il faut manger du poisson au moins 2 fois par semaine parce qu'ils présentent tous une source d'oméga 3 avec une mention spéciale pour les poissons gras. Et comme en santé, ce qui prime, c'est la variété, faites une place aussi aux crustacés et aux fruits de mer qui sont aussi une très bonne source d'oméga 3. Troisième aliment à consommer, les œufs. Peu de calories, beaucoup de protéines, du calcium, des vitamines, du fer. Les œufs contiennent des aliments essentiels et excellents pour la santé. Donc si vous n'en consommez pas régulièrement, voici quelques bonnes raisons de changer vos habitudes. Un seul œuf contient des vitamines B2, B12, A et E qui permettent de faire le plein d'énergie, de produire des globules rouges, mais aussi de protéger les cellules contre les radicaux libres. Et les œufs sont aussi riches en minéraux comme le fer, le zinc et le phosphore, et ils contiennent un peu d'iode et de sélénium qui sont essentiels pour booster le système immunitaire. Alors je sais que les œufs souffrent d'une mauvaise réputation à cause du cholestérol contenu dans le jaune d'œuf. Or on sait que le cholestérol alimentaire affecte peu les niveaux du cholestérol sanguin. Et d'après une étude, le fait de manger des œufs le matin diminuerait les envies de grignotage, augmenterait la sensation de satiété et surtout limiterait la quantité de calories ingérées le reste de la journée. D'où l'intérêt de consommer plutôt un petit déjeuner salé plutôt que sucré. Si vous n'avez pas vu ma vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors sachez que si vous avez très peur de ce cholestérol, vous pouvez quand même limiter son absorption en mangeant en même temps quelque chose qui est riche en fibres, comme le pain complet ou les légumes. Alors en plus d'être bon pour la ligne, l'œuf a un effet protecteur. Il y a pas mal d'études aux États-Unis qui ont été menées et qui ont fait état de son effet anti-cancer. En fait, le fait de consommer des œufs à l'adolescence et à l'âge adulte permettrait de prévenir le cancer du sein. Et ça, c'est grâce à la choline qui est elle aussi présente dans le jaune d'œuf, donc arrêtez de diaboliser le jaune d'œuf. Et en fait, c'est un nutriment qui est de la famille des vitamines B et qui permettrait de soulager les symptômes des maladies du foie, de limiter le taux de mauvais cholestérol, mais aussi de diminuer de 24% le risque de cancer du sein. Alors pour finir, il faut bien avouer que l'œuf est quand même bien pratique pour cuisiner des repas variés et équilibrés, parce qu'on peut l'inclure dans absolument plein de recettes et de préparations. Que ce soit les cakes, les flans, les tortillas, les omelettes avec plein de saveurs différentes, ou encore les œufs brouillés au petit-déj, j'en passe vraiment, il existe une multitude de recettes avec des œufs. Et d'ailleurs à ce propos, je vous partagerai une petite recette de cake chèvre-courgette qui est vraiment excellente, qui est hyper pratique, hyper simple et hyper rapide à faire. Vous avez juste besoin de flocons d'avoine, d'œufs évidemment, et puis de courgettes et de chèvre. Je vous mettrai ça en barre d'infos et n'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs une fois que vous l'aurez faite. Alors justement, quatrième aliment à avoir dans sa cuisine, les flocons d'avoine. Donc vous inquiétez pas, loin de moi l'idée de vous transformer en mangeur d'avoine sous prétexte que c'est hyper healthy. Mais comme je devais vous présenter les aliments topissimes pour la santé et la ligne, je pouvais vraiment pas passer à côté de l'avoine. Cette céréale, elle a longtemps été utilisée dans l'alimentation des chevaux, que ce soit en France ou en Angleterre. Et pour la petite anecdote, les Anglais ont longtemps considéré avec dédain cette céréale et ils ont aussi snobé les Écossais qui, eux, l'utilisaient déjà dans leur alimentation. Et il paraîtrait qu'on peut trouver dans un célèbre dictionnaire de 1755, à la définition avoine, céréale que les Écossais consomment, mais que les Anglais ne donnent qu'à leurs chevaux. Donc, avec la répartie qu'ont facilement les Écossais, ils ont rétorqué, voilà pourquoi l'Angleterre a de si bons chevaux et l'Écosse des hommes aussi admirables. Donc au-delà de la petite anecdote, il y a quand même de nombreuses études qui ont été menées et qui prouvent les bienfaits de l'avoine sur la santé et la ligne. Ce qui rend l'avoine si célèbre, c'est quand même sa quantité de fibres insolubles.
Avec une teneur exceptionnelle de 8,4 grammes pour 100 grammes, l'avoine a un effet certain sur le transit. Et dans l'organisme, ces fibres, elles gonflent et donc elles vont créer un effet satiétogène qui va limiter les envies de grignotage et donc la prise de poids. Alors attention à plutôt privilégier quand même les flocons d'avoine plutôt que le son d'avoine qui lui est beaucoup plus agressif pour l'intestin. Et dans tous les cas, sous quelque forme que ce soit, la consommation d'avoine doit absolument s'accompagner d'une grande quantité d'eau parce qu'elle a tendance à absorber, à éponger tous les liquides présents. Alors en plus de ces fibres insolubles, l'avoine contient du bêta-glucane qui elle est une fibre soluble et qui participerait à réduire le taux de cholestérol sanguin. D'ailleurs, en 1997, sur la base de diverses études menées à ce sujet, la Food and Drug Administration, qui est l'équivalent américain de l'ANSES et l'AFSAPS chez nous, elle a autorisé 2 allégations portant sur les vertus hypocholestérolémiantes de l'avoine. En fait, les bêta-glucanes ainsi que toutes les autres fibres solubles de l'avoine, elles auraient tendance à piéger le cholestérol qui serait ensuite excrété plutôt que d'être absorbé. Alors comme toutes les céréales, l'avoine est riche en vitamines du groupe B qui est indispensable pour l'entretien de nos cellules nerveuses, mais elle a le mérite aussi d'être riche en minéraux. Potassium, magnésium, calcium, phosphore, fer, donc n'hésitez plus à saupoudrer vos plats et vos salades d'une cuillère à soupe de flocons d'avoine, à l'incorporer pourquoi pas dans vos cakes en remplacement d'une partie de la farine, à en manger le matin au petit-déj à la place de vos céréales super sucrées industrielles toutes dégueulasses, et aussi, pourquoi pas, à vous lancer dans les mug cakes. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos quelques petites recettes avec le flocon d'avoine, super simple à faire et qui vous changeront un petit peu de vos recettes habituelles. Alors enfin, pour finir avec l'avoine, sachez qu'elle est excellente pour la peau et qu'elle est utilisée depuis des siècles pour ce bénéfice. Les Grecs et les Romains prenaient des bains d'avoine pour réparer et hydrater leur peau abîmée. Et il existe une multitude de crèmes en parapharmacie à base d'avoine, mais vous pouvez vous-même faire votre propre masque à base d'avoine, simplement avec de l'avoine cuite et du yaourt que vous laissez poser 15 minutes avant de rincer. Je vous mettrai le lien de la recette de ce masque à l'avoine complet dans la barre d'infos. En fait, ce côté apaisant, il vient de la vitamine E qui est antioxydante et qui protège les cellules. 5e et dernier aliment indispensable à avoir chez soi, ce sont les bananes. Alors qu'on soit bien d'accord, oui, la banane est l'un des fruits les plus riches en sucre et donc en calories, mais non, la banane ne vous fera pas grossir à moins que vous mangiez un régime entier tous les soirs avant d'aller vous coucher. Parce que ne pas manger de banane sous prétexte que c'est trop riche et se jeter 3 heures plus tard sur un paquet de chocobons, on est d'accord là-dessus, ça n'équilibre rien. Dans ma carrière professionnelle, je n'ai jamais croisé de personnes obèses ou en surpoids à qui j'ai dû dire de ralentir sur la banane. Donc ne vous retenez plus de manger de banane sous prétexte que c'est trop riche en calories, parce que d'une, c'est faux et en plus vous passez à côté de plein de bénéfices. L'expression « avoir la banane » se réfère au sourire, mais elle est cohérente avec les vertus du fruit. Parce que la banane contient de la dopamine, qui est un neurotransmetteur impliqué dans le circuit de la récompense, on l'appelle d'ailleurs la molécule du plaisir, et elle contient aussi du tryptophane, une substance que le corps transforme en sérotonine, qui est le messager du cerveau qui permet d'avoir un effet relaxant et qui provoque un bien-être général. Cet effet bonne humeur, il est renforcé par la grande quantité de vitamine B6 de la banane. Une vitamine qui, entre autres, est utile à la production de neurotransmetteurs associés à l'humeur. Il faut savoir qu'une seule banane fournit plus du quart de l'apport quotidien recommandé en vitamine B6. Alors en plus, avec la présence de magnésium, de potassium et d'une bonne quantité de glucides qui représentent 90% de l'énergie globale, la banane, elle est parfaite pour fournir un effort physique ou intellectuel. Et en plus de ça, elle est régénératrice parce qu'elle a des sucres assimilables en moins de 2 heures par les muscles du corps et donc elle est parfaite pour la récupération post-effort. Enfin, la banane possède des effets anti-acides et anti-ulcéreux parce qu'elle stimule la prolifération de cellules et de mucus dans l'estomac, ce qui a un effet protecteur contre l'inflammation. Et elle possède aussi de l'amidon résistant, qui est un sucre non digestible et qui va subir une fermentation bactérienne dans le côlon, ce qui va le transformer en acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte, ils vont servir de nourriture aux bactéries du côlon. Et ça va permettre de maintenir une bonne santé intestinale. Alors pour les calculateurs et calculatrices invétérés de calories, même si la banane est l'un des fruits les plus sucrés et donc des plus caloriques, ça reste un fruit, avec toutes les qualités nutritionnelles et les fibres qu'elle contient. Donc pour info, 100 g de banane, c'est 90 calories. Donc une banane, ça fait environ 120 grammes. Donc on peut tabler sur 108 calories pour une banane.
Donc sachez que 100 g de figues, par exemple, c'est 80 calories. 100 g d'olives, c'est 120 calories. Et puis 100 g de raisins secs, c'est 300 calories. Donc n'allez pas me dire que vous évitez la banane parce que c'est trop riche, c'est trop calorique. Alors qu'à l'apéro, c'est martini et olives. Et puis, il n'y a pas de foie gras sans figues et confite qui plus est. Alors je ne vous demande pas de remplacer vos olives plaisir apéritives, qui ont leur intérêt nutritionnel aussi, par une banane au goûter. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt de l'éliminer de votre alimentation, tout simplement parce qu'au regard d'un autre aliment plaisir sans intérêt nutritionnel, la banane vous apportera bien plus en termes de santé et de bien-être que 3 pauvres chocobons qui vous forceront à finir le paquet et qui en plus auront un impact négatif sur la ligne et l'estime de soi. En résumé de cette vidéo, tout d'abord, ayez toujours chez vous de l'huile de colza pour les assaisonnements et de l'huile d'olive pour les cuissons, en privilégiant les huiles non raffinées. Ensuite, pour rester dans le gras, mangez au moins 2 fois par semaine du poisson gras, en remplaçant de temps en temps, pourquoi pas, votre steak par un bon pavé de saumon mariné à l'huile d'olive. Réintroduisez les œufs dans votre alimentation sans craindre le cholestérol, là aussi pourquoi pas en remplacement d'une viande lors d'un repas, ou le matin au petit-déj avec des omelettes ou des œufs brouillés, mais aussi dans les préparations de cakes, de flans et de gâteaux. Ayez toujours des flocons d'avoine dans vos placards, à saupoudrer sur vos salades ou là aussi à incorporer dans vos préparations de gâteaux, mais aussi en porridge pour les sportifs. Et enfin, pour avoir et garder la banane, mangez-en. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un pouce, à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à activer la petite clochette pour que vous soyez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.